Commissaire, bonjour. Bonjour Dominique. Donc Cédric, aujourd'hui, premier interviewé sur ADN Taon, nouveau web média, on va appeler ça comme ça, qui va chaque semaine donner l'itinéraire d'une personne. Parce qu'on croise énormément de monde dans Taon. On a plein de choses à connaître des gens de Taon, des habitants, mais on découvre. Puis on découvre que quelqu'un a une passion bien particulière, d'autres ont un parcours de vie mais qui est totalement en dehors de leur vie que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est tout ça que ADN Taon veut résumer. C'est, comme je l'appelle, rendre visible l'invisible. Donc, tu es le premier. Merci, donc, je suis honoré. Aujourd'hui, c'est pas le maire de Taon, c'est pas le vice-président de l'agglo, c'est un gamin qui a grandi à Taon. Et puis, on va résumer 40 ans. Pour un homme, on peut donner l'âge. Donc, on va résumer 40 ans de ta vie en un quart d'heure. Bien sûr. Et ma première question, si je te dis Charles-Henri, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons parce que c'était pour moi une rue qui était un tournant décisif de notre vie. C'était la passerelle entre, si tu veux, entre une vie, entre le début de ma vie, chaotique, difficile, mais qu'on assume évidemment, avec une relation entre mes parents qui était très complexe, toxique, liée à leurs propres difficultés de jeunesse, des familles très très nombreuses. Et en fait, la séparation de mes parents amène ma mère à choisir un logement rue Charles-Henri, un logement social rue Charles-Henri, où globalement, là on prend de la distance vis-à-vis de mon père, que je retrouve beaucoup plus tard, et on se retrouve dans un quartier avec une bienveillance exceptionnelle, des voisins très âgés, qui voient un gamin qui prennent un peu tous sous leur aile, donc les chocolats, les gâteaux, ils achètent les calendriers du foot, puis les copains, surtout les copains, des amis que je me suis fait, qui avaient à peu près mon âge, dans la rue, et avec qui on a vécu des expériences exceptionnelles, et moi ça m'a mis dans un bon environnement. Et je pense que c'était un point de bascule pour moi. Un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle vie en fait. La rue Charles-Henri, pour moi, c'est le départ d'une nouvelle vie. Et je crois qu'il y a eu aussi des Jeux Olympiques dans le quartier, les Jeux Olympiques de la rue ou du quartier avec tes potes. En fait, on était vachement rigoureux, très ordonnés. Donc en fait, on se donnait rendez-vous tous les jours, pendant les grandes vacances par exemple, à 13h10. Le soir, on ressortait 1h à 20h10. On avait des rituels, et ça nous amenait même sur nos activités à voter, les activités qu'on faisait. Et sur on faisait des Jeux Olympiques dans la rue. Comme on n'avait pas de moyens, on n'était pas inscrits dans les clubs de sport, c'était inaccessible pour nos parents. On prenait de la craie et puis on dessinait des terrains de foot, des terrains de tennis, des planches de triple saut, etc. dans la rue, et on s'amusait comme des fous. Mais on votait tout ça, c'était un truc de... On était 4, alors c'était compliqué parce que... Oui, il n'y avait pas il y avait le 2 contre 2. Il y avait peut-être une voix qui prenait l'ensemble, qui faisait l'arbitre. Ouais, il y avait quelqu'un qui avait toujours, Christophe notamment, qui à mon âge était celui qui faisait toujours pencher la balance. Ouais. Et puis il y a eu aussi, je crois que tu l'avais dit une fois, des ballons qui allaient souvent chez Madame Adam, notamment, Oui. qui a récupéré je ne sais combien de ballons. Et effectivement, c'est toute une vie de quartier qui t'a redonné autre chose. Oui, ils avaient tous une patience d'ange. On faisait du bruit, on jouait au foot dans la rue. Les buts, c'était 2 arbres. Et donc, Mais on a toujours quand même écouté, respecté. Et les gens qui sont encore de ce monde ont d'excellents souvenirs. Et après, il y a eu effectivement l'adolescence, il y a eu tout cela. Et bon, tu étais quelqu'un qui était plus timide, plutôt. Alors, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Mais comment, parce que tu parles de sport, tu parles de tout ça, comment le sport t'a permis justement de t'affirmer dans une certaine mesure? C'est vrai que pour moi, c'est pour ça que la rue Charles-Henri c'était un tournant, c'est que j'ai trouvé des personnes avec qui j'avais une énorme confiance, les 4 copains, là, Christophe, Johan, Hervé et moi-même, on a grandi ensemble et on sortait du quartier ensemble. Et en fait, par le sport, on faisait des rencontres, des tournois contre les équipes de l'avenue de l'Europe ou de la rue Roger Vagne. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'ouvrir au monde et à découvrir un endroit, parfois encore aujourd'hui, qui peut, dans l'imaginaire des gens, c'est terrible, l'avenue de l'Europe, nous on ne l'a pas vécu du tout comme ça. On a rencontré d'autres personnes, d'autres cultures, des personnes qui venaient d'autres horizons. Bon, en général tous assez pauvres quand même, mais qui globalement ont réussi
à se fédérer, à trouver des points communs. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a vécu d'autres choses. Et puis j'ai eu d'autres cercles aussi d'amitié, hein, avec l'école, avec le lycée, le collège, le lycée, et surtout la fac. Après, j'ai rencontré plein de gens. Le foot m'a énormément aidé parce qu'au foot, on a vraiment, là aussi, année après année, rencontré des dizaines et dizaines de personnes. Et ça m'a permis, au fur et à mesure, de lutter contre cette timidité maladive. Ouais. Et comme tu as eu le passage à Chablot, encadrer des gamins de ton âge, c'était pas trop compliqué, c'était pas avoir cette autorité qu'on demande à un entraîneur par rapport à des jeunes qui ont le même âge. C'est marrant que tu dises ça, c'était une révélation pour moi en fait, ce moment-là. C'est la première fois que je prends une responsabilité. J'ai déjà été délégué de classe, ça, mais c'est pas pareil. Là, c'est important, éducateur de foot, et avec Hervé, qui était du quartier, on entraînait tous les deux. Et moi j'avais 19 ans, les jeunes en avaient 18, 17. Et le rapport de confiance et d'autorité aussi s'est installé assez facilement. Et c'est là que j'ai compris que encadrer des équipes, monter des projets, ça me parlait énormément. Et il y a eu des hauts et des bas, mais c'était un moment de révélation. Alors après, on avance vite, hein, on arrive à 2007. Tu pars dans le Nord, à Valenciennes, je crois, avec Farid. Ouais. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre devant toi. À la fin de mes études, ouais, j'ai fait mes études, je termine et bon, je me dis tiens, il y a une opportunité de percer dans le foot. Et on part à Fénis, à 30 bornes de Valenciennes. Ouais. Et ça se passe plutôt bien, mais on ne se plaît pas. Bon, même si j'ai rencontré la dame qui allait être mon épouse, ça c'était tournant. La page la plus importante de ma vie, évidemment. Mais ça a duré quelques mois et là, globalement, il y a une opportunité professionnelle ici. Je suis revenu. Raymond Desgemard m'avait appelé pour les élections municipales et là, j'ai dit c'était le virage. Il faut que je rentre. Oui, le déclic qui a fait qu'il fallait revenir. Je l'avais dit à Joanne, et je peux le dire, et elle entendra sans doute, donc oui. Je suis obligé d'être très sincère. Je lui avais dit écoute, si Raymond Desgemard m'appelle, je rentre. Je suis désolé, mais c'est ainsi. Puis en plus, l'opportunité professionnelle qui se goupille au même moment, il n'y a pas à réfléchir plus longtemps. Malgré tout, bon, ça reste une année sombre puisque Raymond Desgemard est décédé quelques mois après cette période. Ouais. Et effectivement, donc lui, t'a rapproché de nouveau de tes origines, de tes sources. Donc c'est le retour. Et puis après, là, on arrive dans le contemporain, même si tu es jeune. Président de club sportif, élu, cadre au conseil départemental, assistant parlementaire, Joanne, dont tu as parlé tout à l'heure, les enfants aussi qui sont là. Et donc, Joanne, ça a été aussi un déclic pour toi. Bien sûr. C'est aussi, sur cette expérience ch'ti, une belle rencontre. En fait, pour être tout à fait franc, je ne suis pas sûr de l'avoir déjà dit, mais j'ai jamais eu trop de succès avec les filles. Hein. La timidité n'aide pas. Hein. Et moi, au collège, je suis à l'école, on est ici dans mon école primaire, je n'ai jamais eu de copine. Au collège, j'ai jamais eu de copine. Au lycée, j'ai jamais eu de copine. Et ça a commencé un peu à la fac, mais j'étais maladroit. Et donc, j'ai pas beaucoup d'expérience. Et donc, ce qui était incroyable, c'est qu'avec Joanne, c'était tout de suite naturel. C'était une puissance inouïe et je savais que c'était elle. Mais elle m'a aussi beaucoup aidé à prendre confiance, à devenir un homme en fait aussi, hein, d'une certaine manière. Et je sais très bien que sans elle, je ne serais sans doute pas le même. Ouais. Et donc, à cette époque, je pense que la politique, c'était pas ton objectif premier, puisque tu démarrais une carrière professionnelle riche, avec des engagements qui demandaient du temps, qui demandaient aussi de la disponibilité. Donc, après, il y a une période, puisque là, on est vraiment dans le vif du sujet, avec cette période, ce mandat que tu viens de faire avec beaucoup d'entre nous, il y a eu un déclic. Il y a eu peut-être aussi, je pense, une forte déception de gens que tu avais admirés, respectés, qui t'ont peut-être donné cette envie, et puis un sentiment, je pense, de trahison peut-être.
En fait, j'avais dit, il y a des agents municipaux, malheureusement certains sont décédés. Quand j'étais tout gosse, maman travaillait au sein de la ville, hein. Et je leur ai dit, je veux être maire de Thaon, à 11-12 ans. Mais après, tu as raison, quand j'ai vécu mes expériences professionnelles, je me suis rendu compte quand même qu'on pouvait être très efficace, très utile, sans subir les coûts et les difficultés d'un mandat et en gagnant quand même un peu plus d'argent. Oui, Mais il y a eu ce tournant, c'est-à-dire que j'avais pas l'intention de venir aussi vite. Mais évidemment, on a vécu une déchirure terrible avec Dominique Momon, que j'ai beaucoup apprécié, que je savais peut-être vulnérable sur certains points, mais que j'ai toujours beaucoup apprécié. Mais malheureusement, dans le mandat, tu étais élu déjà à ce moment-là. Il y a eu énormément d'erreurs de commises et puis surtout une fermeture à la communication. Parce que les erreurs, nous aussi, on en fait sans doute plein. Mais quand on peut plus se parler, quand même la défiance s'installe sur des choses fondamentales comme le nom de la ville, par exemple, sur des choix pour la friche industrielle, on pourrait en citer d'autres, mais c'était à la fois, j'ai senti la nécessité de proposer une alternative, mais je dois quand même dire qu'au fond, ça reste une déchirure parce que il reste des traces quand même de cela, parce que tu as sorti le mot de trahison, et c'est vrai qu'on peut. Après, qui peut l'utiliser, dans quel sens, hein, tu vois, c'est vraiment. J'essaie de méditer là-dessus. Ce qui est bien en revanche, j'ai jamais dit à personne, il n'y a que Johan qui le sait parce qu'on l'a croisé ensemble, c'est que Dominique Momon, je l'ai revu il n'y a pas longtemps en Belgique, par hasard. C'était totalement par hasard, et on a eu l'occasion de discuter quelques minutes seulement. Mais c'est un moment très fort parce que on s'est tous deux accordés, je crois, à tourner la page et à fermer un livre d'une histoire qui a quand même été hyper douloureuse et qui reste pour moi un traumatisme, même si on est sorti victorieux. Mais c'est pas parce qu'on gagne une élection qu'on reste indemne de difficultés et de choses très difficiles à vivre. effectivement, bon, ce que tu exprimes, c'est ce qu'ont exprimé aussi les Thaonais et les Thaonaises, qui se sont sentis floués, dépossédés du nom de leur ville. Et on est tous attachés au nom de notre ville, on le vit toujours à un moment ou à un autre. Je l'ai vécu personnellement à Saint-Dié quand on a pris Saint-Dié-des-Vosges. Ça a été la même. Quand on est repassé à Thaon-les-Vosges, enfin de Thaon, Capamir, Capamir-Thaon, c'est ce qui était vécu dans plein de villes et où chacun retrouve ça. Effectivement, aujourd'hui, donc, il y a eu cette synthèse. Et tout à l'heure, tu parlais effectivement de dire élu, on n'est pas là pour gagner notre vie. Et une des premières décisions qui a été prise collégialement par l'ensemble des élus, ça a été justement de diminuer ces indemnités d'élus. Alors, explique peut-être, parce que ça n'a pas toujours été compris par rapport à la population ou su. Ouais, c'est important parce que c'est assez ambivalent. Les élus gagnent peu. Un adjoint au maire à Thaon-les-Vosges, 500 € par mois. Le maire de Thaon-les-Vosges, c'est 1200 € par mois. Même s'il y a un autre mandat, qui est le mandat de vice-président à la GLO, c'est 1500 quand même. Hein. Donc moi, je ne me plains pas, je ne me plains pas. Mais on a pris une décision collégiale la rémunération, c'est pas une rémunération. L'indemnisation des élus, elle est pas, globalement, elle n'est pas suffisante par rapport au travail qui est mis en place. Mais la philosophie qu'on a adoptée, c'est un peu la philosophie de montagne. C'est-à-dire que c'est un peu le mandat gratuit. On ne fait pas ça pour s'enrichir. Et on ne fait pas ça pour gagner notre vie. Mais ça lève une difficulté qui n'est pas résolue sur le statut des élus, sur la manière néanmoins de sacrifier sa vie professionnelle à un moment donné pour s'engager là-dedans. Et ça, le problème aujourd'hui reste totalement ouvert. Mais on avait l'impression sans doute de marquer aussi un saut de confiance, qu'il n'y ait pas de doute en tout cas sur la démarche et sur la sincérité de notre volonté d'agir pour Thaon-les-Vosges. Et je pense que c'est pas une décision qu'on peut regretter. En revanche, ce qu'on peut regretter, c'est que quand on sacrifie son travail pour une élection, il n'y a personne pour faire le filet et faire l'amortisseur. Mais il y a une satisfaction déjà de voir les gens, de voir notre population, et tu le rappelles dans ton éditorial du dernier magazine. Et effectivement, c'était bon de le rappeler pour les habitants qui souvent
parce qu'ils sont abreuvés et parce que c'est quelquefois la réalité dans certains mandats de monuments qui sont démesurés par rapport à ce que le travail restitué. Donc ramener effectivement au mandat municipal. C'était bien d'en parler. Et tout à l'heure, je reviens là-dessus, tu as parlé de la BTT. Et c'est un sujet qui, je sais, te tient à cœur. Et allez, tu vieillis de 25-30 ans. Ouais. Comment tu vois cette BTT aujourd'hui, avec quelques années de plus, avec un site nouveau? Bah, c'est déjà effectivement important de se situer dans la bonne échelle de temps. C'est vrai qu'il faut se projeter à 25-30 ans pour que, à mon avis, on soit dans la finalisation de l'aménagement de ce que sera BTT. J'ai déjà dû, et on a déjà dû évoluer par rapport à... Moi j'imaginais au tout début, par inexpérience et peut-être par une volonté farouche, c'est dire globalement on avait l'idée qu'on décape ce qu'il y avait et on retrouve une zone industrielle. Bon, puis après ça a dû fortement évoluer parce que avec les études qu'on a menées, on se rend compte qu'il va falloir respecter déjà le comportement de la nature sur cet endroit-là. Et ça, c'est ce que maintenant on va mettre en un. C'est-à-dire la Moselle tumultueuse, les endroits où il y a des zones à préserver, il va falloir qu'on les préserve. Donc en fait, idéalement dans 25-30 ans, pour répondre à ta question, je souhaite que ce soit un peu un endroit comme Vesserlin en Alsace, c'est-à-dire un parc économique qui s'intègre avec la continuité des ruisseaux, qui accepte ces débordements, qui accepte ces vicissitudes, où la partie arborée est encore très présente, à des endroits très verts, un accès entre la rotonde, qu'entre la rotonde et la Moselle, on puisse déambuler à travers cette zone-là, qui aujourd'hui, je l'espère, pourra accueillir des activités économiques qui nous permettent de passer le cap des crises automobiles qui ont démarré et qui vont s'accentuer sans doute dans les temps qui viennent, pour que ce soit le nouveau poumon économique autour d'activités, soit autour de ce qui se met en place déjà en partie sur l'écoparc à Chavelot, soit sur d'autres types d'activités, sur la santé numérique, on parlait de data center, mais ce n'est pas ce qu'il faudrait sans doute privilégier là, mais en tous les cas au service de l'économie numérique, de l'économie de la santé et de la transition écologique, avec restauration, qui à la fois sera intéressant pour les gens qui vont à la rotonde et les gens qui vivraient là, structure de formation, et le tout vraiment pas de manière rectiligne, de manière qui respecte, qui épouse les courbes des parcs, les courbes des ruisseaux, du canal usinier, même s'il est droit, mais que tout cela s'intègre dans l'ambiance des parcs de la rotonde. Et là, je pense que si on arrive à faire ça, on aura réussi. Parce qu'effectivement, quand on parle BTT, on parle ADN Taon, mais c'est l'ADN de Taon, la BTT. C'est ce qui a fait passer Taon d'un village fermier de 500 habitants à 7-8 000. C'est donc effectivement, et le comparatif avec le parc de Vesserlin, c'est effectivement ça. Vesserlin, c'est culturel, c'est économique, c'est reposant, c'est un endroit où il fait bon se détendre, où on a toujours quelque chose à vivre de différent. Est-ce qu'il y a le concepteur de la zone de Vesserlin, je l'ai rencontré vraiment avec plusieurs reprises, c'était une révélation parce que il nous a accompagnés, il nous a aidés dans cette philosophie. Il dit éviter de tout casser, éviter de venir imposer, de poser quelque chose à cet endroit-là, travailler l'endroit comme il est. Il y a même peut-être certains bâtiments on vous dit que c'est des friches, mais peut-être qu'il va falloir se battre pour essayer de les conserver parce que ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et vous allez affirmer l'identité totale de cité. En fait, c'est ce qu'on doit sans doute à la BTT et à Taon, c'est-à-dire qu'on ne remettra jamais en place la BTT, mais qu'après la BTT, que cet endroit se révèle comme il est vraiment, en y respectant quand même la destination et l'usage. Je pense que ça peut être, en termes d'identité pour la ville, un message hyper puissant et qui parlera à toutes les communes aux alentours. Une transition entre l'écomusée et la nouvelle activité. Ouais, c'est exactement la philosophie, même si on souhaite quand même qu'il y ait un ratio en termes d'emploi qui soit... on n'aura jamais 4500 ouvriers, 3500, 4000, 4500 ouvriers sur place. Plusieurs centaines suffiraient à notre bonheur. Il y en a déjà plusieurs centaines, hein, oui. Pas l'oublier, entre Visquez et puis Annette notamment et les autres activités.
Et le BE, le PZ, on a déjà plus de 400 emplois sur site. Si on arrivait à 1 millier d'emplois, 1500, ce serait déjà formidable sur cette zone-là. Ce n'est pas le nombre d'emplois qui guide le fait qu'on façonne cet endroit, mais là, si on arrive à le reconstituer, à retisser ce site avec l'ensemble de la ville, on aura réussi. Et ton bonheur, c'est quoi? C'est pas facile. C'est pas facile parce que en fait à 40 ans, tu te rends compte quand tes enfants ont 15 ans, 11 ans, qu'ils ont pu exprimer parfois que tes absences ont été pesantes, que tu es une sorte de tournant quand même dans ta vie, même je pense que tu n'as pas eu d'enfant d'ailleurs. Et tu te dis qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Et évidemment, je pense que plus que jamais, un mari et un père qui arrivent à structurer et à mener famille de manière très convenable et qu'on fasse avancer nos enfants dans la vie, c'est vraiment voir mes enfants éviter les troubles de santé mentale qu'aujourd'hui de nombreux adolescents traversent, c'est ma hantise. C'est ma hantise, et notamment parce que, évidemment, ma fille adolescente, elle a 15 ans, elle est donc dans un environnement où beaucoup de jeunes ont ces difficultés-là, et elle n'est pas... Il n'y a rien qui l'exonère de ça, c'est parce qu'elle est la fille d'une mère qu'elle passe à côté de ça, ou bien au contraire. Donc mon plus grand bonheur, c'est de voir mes enfants passer ces étapes difficiles et puis s'accomplir. Et comme je l'ai dit, par contre, quel que soit, je ne cherche pas à ce qu'ils fassent les plus grands métiers honorifiques de la terre. Moi, le bonheur de mes enfants, le fait qu'ils puissent trouver quelqu'un avec qui ils seront heureux, qu'on se retrouve lors de vacances, moi, c'est vraiment ce qui me rendrait le plus heureux à titre privé. Mais c'est sûr qu'il faut être honnête, il n'y a pas que la vie familiale. Il est sûr que moi, voir Taon évoluer, voir Taon passer les crises, voir Taon se moderniser, voir les gens avoir envie de vivre ici, être fiers de leur ville, ça aussi, ça me rend quand même vachement heureux. Et pour être franc, ça a une importance aussi qui est capitale dans mon esprit. Et un dernier mot avant de conclure, que souhaiterais-tu partager avec nos habitants, les personnes qui vont voir ce podcast, cette vidéo que l'on trouvera sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur les réseaux sociaux? Que peut-être notamment grâce à cette émission et peut-être que grâce à la curiosité qu'ils vont exprimer par rapport à cela, c'est de faire attention aux apparences, d'essayer de toujours creuser. Je crois que c'est en plus l'objectif de ta mission et de ton projet, c'est d'essayer de passer les images, de passer les façades. On a pu parfois trouver que j'étais abrupte, c'est vrai. Il faut essayer de toujours chercher au fond, pas de moi, mais de tous les gens, qu'ils ont vraiment de bon au fond d'eux, parce que l'immense majorité des gens sont bons, elles veulent le bonheur. Et il faut éviter actuellement, avec toutes ces crises, et on est d'ailleurs abreuvé que de ça, les crises internationales, les crises nationales, le gouvernement, je suis attentif aux réseaux sociaux, je vois la violence partout, d'essayer d'outrepasser cela en s'ouvrant un peu plus aux autres, et d'être attentif à ce que l'on lit, et de ne pas forcément partager trop facilement des informations. J'ai encore vu des trucs ces derniers jours, ça me peine qu'on se confronte en fait, ça me peine vraiment fortement, et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de se parler. Et moi-même, je trouve que je ne le prends pas assez, donc ça va là pour moi. Merci Cédric pour cette toute première interview d'ADN Taon. Merci à toi, Dominique. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, normalement une par semaine, c'était le rythme que je m'étais promis par rapport à cela. Et donc voilà, c'était l'interview de Cédric Axer, maire de Taon, vice-président de la communauté d'agglomération. On va résumer ça sur un gamin de Taon qui a sa ville au cœur. Voilà, merci Cédric. Merci à toi.